Nous allons dans les minutes qui viennent parler plus particulièrement des interconnexions entre les crises sanitaires, les atteintes à la biodiversité, le changement climatique, mais aussi la lutte contre les inégalités, avec des pistes résolument d'action. Pour cela, j'accueille nos invités, Sébastien Denis, directeur de la direction santé, environnement et travail de Santé publique France, Hélène Soublé, directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Ensemble, nous allons voir à quel point nous sommes interdépendants, l'humain faisant partie du vivant, évidemment et notamment. Sébastien Denis, donc je le rappelle, vous êtes directeur de la direction santé, environnement et travail de Santé publique France. Pour démarrer notre dialogue, quels impacts de la crise sanitaire vous avez pu constater sur l'environnement? Est-ce qu'il y a des fragilités, par exemple, qui ont particulièrement émergé? Et là, je pense à des déterminants de santé, comme la santé mentale, par exemple. Alors, vos intervenants précédents l'ont déjà dit, hein, il y a beaucoup d'imbrications entre cette crise sanitaire qui est avant tout une crise infectieuse et qui a engendré une épidémie, voire une pandémie, et les enjeux de santé environnement. Je dirais que ces enjeux sont de plusieurs ordres. Tout d'abord sur l'amont, c'est-à-dire l'apparition et l'émergence du virus. Hein, et une intervenante précédente l'a dit, il est vraisemblable que l'impact de l'activité humaine sur la biodiversité a eu pour conséquence l'émergence de cette pathologie. La deuxième dimension a trait à la vectorisation environnementale liée par exemple aux problématiques de pollution de l'air qui ont pu être des vecteurs, en tout cas ce sont des propos qui ont été soulignés dans la littérature, des vecteurs aggravants de la pathologie. Et enfin, des critères d'impact de l'environnement sur des populations qui rendent les populations plus fragiles ou l'impact d'émissions atmosphériques, par exemple, dans des zones dans lesquelles les personnes auraient vécu de manière plus grave l'épidémie de Covid. Donc ces trois enjeux-là démontrent que, évidemment, la question de la Covid-19 ne peut être complètement isolée des questions de santé environnementale et au contraire, ces questions-là sont complètement englobées. Ensuite, il y a un enjeu indirect qui est, mais aussi la dame de Parangon l'a dit, hein, qui est le lien entre les mesures de confinement et l'impact de ces mesures sur la santé environnementale et la santé au travail, avec les problématiques qui ont déjà été citées autour de l'organisation du travail, hein, puisque ces mesures de confinement ont pour conséquence une modification assez importante des organisations du travail, mais aussi sur la qualité de l'air intérieur, puisqu'on a vu une chute de certains paramètres dont il sera important de juger l'impact en termes sanitaires. Concernant les faiblesses, vous m'avez également interrogé sur les faiblesses. Je dirais une des faiblesses premières, c'est finalement le fait que on cloisonne aujourd'hui encore des enjeux liés à une maladie infectieuse et des enjeux de santé environnement, et que donc notre système de prévention n'est pas un système suffisamment intégré à mon sens. Hein. On est beaucoup sur du soin, mais que dès lors qu'on s'intéresse à ces enjeux de santé environnement, à ces objectifs de développement durable, on voit vraiment toute l'importance de pouvoir intégrer de manière préventive l'ensemble de ces enjeux et donc d'arriver à décloisonner de manière à faire au mieux l'interface, non seulement dans un objectif d'alerte, mais aussi dans un objectif de prévention vis-à-vis des risques environnementaux et infectieux. Est-ce que vous voyez là, du coup, Sébastien Denis, est-ce que vous voyez là une opportunité pour se transformer, une opportunité pour pointer du doigt Une des opportunités est de mieux intégrer cela, et on a un contexte politique qui est assez favorable, hein, puisque au niveau de la Commission européenne, au niveau de la France, nous sommes en train, à la fois, il y a ces objectifs de développement durable, mais aussi, par exemple, il y a aujourd'hui la sortie qui est prévue prochainement du plan national santé-environnement autour des enjeux One Health ou des enjeux de santé planétaire, qui me semblent être donc des enjeux majeurs à pouvoir intégrer dans une politique de prévention en santé-environnement qui soit forte et qui puisse être accompagné de moyens également, de manière à mieux comprendre la complexité des systèmes auxquels on est confronté. Donc ce rapport, ce rapport autour de santé-environnement est prévu pour fin 2020, c'est bien ça? La sortie est prévue pour fin 2020, oui. Et le concept de One Health, donc une seule planète, si on devait expliquer les grandes lignes d'une seule planète, en gros, c'est-à-dire qu'on fait partie du vivant, on est tous ensemble à bord du même bateau?
Alors, One Health, effectivement, c'est une seule santé. C'est un concept que l'OMS a prôné depuis le milieu des années 90. Donc, c'est pas un concept nouveau, mais c'est un concept dont il est urgent, à mon avis, de mettre en œuvre. Et c'est effectivement le fait que la santé des individus et de la population humaine est imbriquée à la santé des écosystèmes. On pourrait même parler de santé planétaire, puisqu'on s'intéresse également, évidemment, les impacts sur les ressources que sont les sols ou l'eau auront des impacts importants sur la santé des populations. D'accord. Sébastien Denis, vous restez en ligne, bien sûr, et on va poursuivre le dialogue, d'abord avec Hélène Soublé, puis ensuite tous ensemble. Hélène Soublé, vous êtes donc directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, et puis vous êtes également docteur vétérinaire. Ça montre aussi quand même que vous êtes aussi experte du vivant et de la santé du vivant. Que sait-on aujourd'hui du lien entre la crise sanitaire mondiale et les atteintes à la biodiversité, Hélène Soublé? Alors, on en sait de plus en plus. Hein. Les chercheurs ont démontré depuis bien longtemps en fait, qu'on était face à une extinction massive d'espèces. Donc, le rapport Planète Vivante et la vidéo qu'on vient juste de voir l'ont bien démontré. On est en fait dans une disparition de population qui est de 100 fois à 1000 fois supérieure à ce qu'on avait dans les précédentes extinctions. Donc, c'est massif. On a aussi une énorme extinction en termes de biomasse. Hein. La biomasse des insectes a diminué de 75%. C'est une publication scientifique dont on a beaucoup parlé. Mais également la biomasse des plantes, des animaux marins. Il faut, par exemple, pour donner un seul chiffre, les mammifères sauvages sont passés en 100 000 ans de 40 millions de tonnes à 7 millions de tonnes. On assiste vraiment à une extinction du vivant. Alors, qu'est-ce que ça génère? Donc, depuis 50 ans, on voit aussi qu'il y a une augmentation du nombre d'épidémies. On estime qu'elles ont été à peu près multipliées par 5 avec 2 à 3 émergences de nouveaux virus ou bactéries ou champignons par an. Et quand on s'intéresse à l'épidémiologie des maladies infectieuses, on voit qu'il y a plusieurs facteurs qui favorisent ces émergences. Donc la première, c'est la présence du danger. Mais la présence du danger, a priori, elle n'a pas vraiment évolué. Hein. On a toujours vécu dans un monde où il y avait des bactéries, des virus, des champignons pathogènes. Le deuxième facteur, c'est la probabilité de contact avec le danger. Et le troisième facteur, c'est la vulnérabilité. Sébastien a un peu parlé de la vulnérabilité. Donc, nous, à la FRB, à la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, on s'est surtout intéressé à ce contact. Parce qu'on pense, et les publications scientifiques le démontrent, qu'en fait, il y a une augmentation des contacts. La probabilité de contact est largement augmentée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on a modifié le monde qui nous entoure. On a modifié l'environnement et notamment les activités humaines ont causé la dégradation des écosystèmes via principalement la déforestation, la dégradation des sols, la disparition d'un certain nombre de milieux comme les zones humides hein, qui ont disparu. 85% des zones humides ont disparu depuis 50 ans. Et donc, on voit qu'on est dans un environnement complètement transformé et que cet environnement transformé, finalement, il favorise le contact des animaux des animaux sauvages, je veux dire, avec les humains qui vont de plus en plus dans les forêts ou l'inverse, des animaux qu'on prive de leur habitat ou de leur nourriture qui se rapprochent des humains. Et donc, on a un contact renforcé avec des animaux qui sont porteurs de bactéries, de virus, comme les chauves-souris. On a beaucoup parlé pour cette pandémie, mais il y a également les primates qui ont une proximité phylogénétique avec nous et donc qui sont plus susceptibles de nous transmettre des virus ou des bactéries qui sont adaptées à l'homme et qui vont être pathogènes pour l'homme. On a également toute la problématique des infrastructures et de notre capacité finalement à aller partout, tout le temps, en tout lieu et très rapidement. Mais ces infrastructures, en fait, elles sont aussi utilisées par les animaux sauvages qui, du coup, peuvent aller en proximité des villes et notamment ces villes sont aussi pour les animaux, pour un certain nombre d'animaux sauvages qu'on appelle des espèces synanthropiques, des milieux dans lesquels ils peuvent habiter, des milieux dans lesquels ils vont trouver de la nourriture. Et donc, tout ça va favoriser les contacts. Et donc, en fait, l'augmentation de ces contacts, nécessairement, va augmenter également la probabilité de rentrer en contact avec une bactérie, un virus, comme celui qui nous a beaucoup perturbé pendant cette année 2020. Alors, et donc, il faut questionner nos activités humaines. Voilà. Allez-y. J'invite les internautes évidemment à aller sur le site de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité parce que vous avez publié récemment une étude vraiment qui met le doigt sur le lien, si je puis dire, entre santé et biodiversité. Et elle est effectivement très, très, très alarmante quelque part. Est-ce qu'il y a des priorités maintenant pour agir très concrètement?
Qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant? Parce qu'il y a beaucoup de dégâts, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je pense qu'il faut d'abord être bien conscient de ce dont on parle. On parle effectivement des pressions humaines sur l'environnement qui génèrent une diminution de ce qu'on appelle les services écosystémiques que l'homme retire de la nature. Parmi ces services, il y a évidemment le service de régulation des maladies infectieuses, mais il y a aussi le service de production alimentaire. C'est la biodiversité qui nous nourrit. En fait, on ne mange pas des pierres, on mange bien des éléments de la biodiversité, on mange du vivant. Et donc, il faut qu'on réussisse à cohabiter avec ce vivant. Il faut que ce vivant ait une place pour vivre. Et pour ça, l'IPBES, donc la plateforme intergouvernementale sur les services écosystémiques et la biodiversité, a déterminé qu'il y avait 5 pressions directes sur lesquelles on peut agir directement, c'est-à-dire en premier lieu, le changement d'usage des terres. Donc, globalement, lorsqu'on déforeste pour mettre des champs cultivés, eh bien, c'est un changement d'usage des terres qui bouleverse le vivant. En second lieu, il y a l'accaparement des ressources, et là, on va plutôt viser des activités comme la pêche ou la chasse qui peuvent générer des extinctions d'espèces. Ensuite, il y a le changement climatique, mais ça, en termes de politique publique et d'attention du public, on le fait beaucoup. Ensuite, il y a la pollution. Je pense que c'est très largement sous-estimé. Il faut qu'on agisse sur nos pollutions. Il faut qu'on diminue nos pollutions. C'est la pollution aux pesticides dont on parle beaucoup, mais c'est aussi l'ensemble des pollutions chimiques. Et en dernier lieu, il y a toute notre organisation humaine qui favorise les espèces exotiques envahissantes. Et ensuite, il faut aussi qu'on réfléchisse sur nos facteurs socio-économiques de gouvernance qui favorisent toutes ces pressions, en fait. Et on peut avoir là des choses comme les modalités de gouvernance, notre consommation, notre façon, en fait, d'user de cette biodiversité jusqu'à finalement la détruire et empêcher sa régénération et sa reproduction naturelle. Merci Hélène Soublet. J'ai une question pour tous les deux, Sébastien Denis et Hélène Soublet. Autour des ODD, c'est une grille de lecture. Est-ce que c'est une grille de lecture, de réflexion, de sensibilisation également dans le cadre de vos travaux? Qui veut, Sébastien Denis peut-être? Alors bien sûr, les objectifs de développement durable sont des objectifs, je dirais, qui reprennent ce qui a été évoqué autour de cette table ronde ou par les précédents orateurs. Donc évidemment, ce sont des objectifs vers lesquels il faut tendre et qui permettent de concilier, on l'a vu, il y a une intersectorialité entre les différents objectifs de développement durable qui permettent de concilier l'ensemble de ces enjeux qui sont, encore une fois, des enjeux liés à des maladies infectieuses, mais encore et surtout des enjeux de santé environnement et qui doivent aussi contribuer à une meilleure prise en compte de la complexité des écosystèmes dans lequel j'inclus la population humaine, évidemment. Et Hélène Soublet, vous aussi, est-ce que la grille des ODD vous sert, est utile? Alors oui, mais je dirais que la grille des ODD, elle est indispensable si on veut structurer l'action. Et c'est une façon de structurer l'action. Je pense quand même qu'il y a un danger dans cette structuration, c'est qu'elle est silotée. Et donc, il ne faudrait pas qu'on traite les ODD séparément. Et on a déjà on traite déjà largement les ODD séparément. Et il faut faire toujours attention à ce que les solutions préconisées dans le cadre d'un ODD ne soient pas néfastes pour un autre ODD. Et notamment, nous qui nous occupons particulièrement des ODD 14 et 15 sur la biodiversité terrestre et marine, on voit par exemple que si la souveraineté alimentaire est un enjeu, il ne faudrait pas que cette souveraineté alimentaire entraîne des déforestations massives, parce que là, vous allez en fait empêcher l'atteinte des objectifs des ODD 14 et 15. Si la souveraineté énergétique est aussi un enjeu et il faut accès à l'énergie pour tous, il ne faut pas que cet accès à l'énergie détruisent la biodiversité parallèlement. Et aussi, on sait par exemple qu'aujourd'hui, on a 345 milliards de dollars US en subventions pour les énergies fossiles dans le monde, et que ces subventions génèrent 5 000 milliards de coûts en termes de détérioration des écosystèmes. Donc c'est aussi tout ça sur lequel il faut réfléchir pour essayer que la solution pour un ODD ne soit pas le problème pour un autre. Et que ça n'arrive pas à des situations qui soient irréversibles. Je vous rappelle que quand on perd des espèces, c'est irréversible. Et ça souligne vraiment l'interdépendance entre les ODD aussi. On ne peut pas les aborder silo par silo. J'ai une question, vous êtes nombreux à poser des questions sur le chat, sur le site. Ça me permet également de vous rappeler, vous avez le hashtag La France en transition sur Twitter. Emparez-vous pour montrons, nous sommes la France en transition, tous ensemble. Une question qui s'adresse probablement pour vous, Sébastien Denis. Une question de Gilles. Du coup, est-ce que la politique de santé française prend en compte la question de la biodiversité? Et est-ce que les acteurs de la santé sont formés à ces sujets?
Alors la politique de santé française, c'est-à-dire la politique de santé française en matière de santé environnement repose sur plusieurs plans. Il y a notamment le plan national santé environnement dont on va arriver là à la 4e édition. Donc oui, il y a des enjeux autour de la biodiversité, des liens entre biodiversité et santé, mais qui à mon sens ne sont pas suffisamment considérés puisque évidemment dans la mise en œuvre de ces enjeux-là, il y a également des questions d'interdisciplinarité et donc il faut qu'on arrive entre scientifiques et entre experts à se décloisonner. Mais l'objectif, en tout cas, du futur plan national santé environnement est de remettre l'accent sur ces enjeux-là, et ça au regard de la crise de la Covid-19, et que donc il nous appartiendra effectivement de réaliser des objectifs très pragmatiques. Par exemple, j'entendais la question de l'exposition aux substances chimiques. À mon avis, c'est un vrai enjeu sur lequel on a beaucoup de données scientifiques, à la fois sur la santé des écosystèmes et sur la santé humaine. Et donc, il revient à pouvoir combiner l'ensemble de ces indicateurs de manière à faire des plaidoyers communs, de manière à lutter contre ces pollutions. Et nous allons parler tout à l'heure également sur ce plateau de la qualité de l'air, donc de pollution. Absolument. Également. Merci beaucoup Hélène Soublet, merci Sébastien Denis.